Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Madame Valérie, comment allez-vous? Vous avez passé la nuit devant la télévision? Ouais, j'ai tout regardé. J'ai regardé la Fox, j'ai regardé CNN, j'ai regardé CBS. Je suis resté à l'antenne pour suivre ces élections. Le résultat n'est pas encore connu. On va en parler avec notre invité, Jean-Luc Hess. Bonjour. Est-ce que Jean-Luc Hess est avec nous? Oui, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, voilà, on ne vous entendait pas. Vous avez publié L'Amérique, la facture. Le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique? C'est paru aux éditions Baker Street. Est-ce que vous aussi, vous avez passé la nuit devant votre poste? Si vous voyez la tête que j'ai ce matin, je réponds par l'affirmative, oui. D'accord. On va revenir sur ces... Oui, Gilles. Non, je voulais simplement vous demander si vous attendiez à ce non-résultat. Écoutez, depuis 4 ans, j'évite de prononcer des pronostics à l'avance aux États-Unis parce que j'ai gardé un souvenir assez désagréable de la même nuit des élections il y a 4 ans. Et je crois que j'ai bien fait parce que je n'écoute plus trop les avis des experts, j'écoute plus du tout les sondeurs américains et je crois que je ne sais pas qui sera président des États-Unis demain, après-demain ou dans un mois. Je crois que personne ne peut le savoir pour l'instant. Ouais. Mais ça prouve tout de même de l'histoire politique américaine. Trump existe, il existe très fortement, il a un électorat qui est très mobilisé. Et je plains de toute façon le prochain président, quel qu'il soit, parce que réunir deux Amériques autant divisées et autant radicalisées, ça va être vraiment un travail titanesque. On va revenir tout à l'heure sur ces conséquences. Je rappelle que vous avez été correspondant pour Radio France aux États-Unis. Vous y avez vécu de très nombreuses années. Vous avez également été président de Radio France. Vous connaissez parfaitement bien les États-Unis. Est-il besoin de le préciser? Alors Gilles, on a posé une question parce que c'est vrai que ce matin, tout le monde s'agite autour de ces sondages qui n'avaient pas vu venir en fait ce résultat partiel pour l'instant aussi serré. Et oui, on s'est demandé évidemment si ces sondages, si vous pensez que ces sondages... Est-ce qu'on peut encore faire confiance aux sondages? Voilà, parce que la question est de savoir, et ce qui visiblement s'est passé aux États-Unis et ce qui avait commencé à pointer, c'est que les Américains n'ont pas forcément voulu dire qu'ils allaient voter pour Trump. Et c'est ce qui explique peut-être cet écart. On va encore une fois en reparler. Donc on vous a posé la question sur Twitter et alors c'est assez... Alors, il y a énormément de votes. Je crois que c'est notre record de votes, Valérie. Oui, 2%, non, 98%. Il y a beaucoup de réactions. Et il nous propose de faire un prochain sondage. C'est est-ce que les politiciens nous mentent? Un des auditeurs de Sud Radio nous propose ça. Et Clem nous demande si les journalistes prennent toujours les sondages au sérieux. Ça fait une paye que les sondages sont achetés par les médias. Voilà. Non, ils sont pas achetés. On avait eu Frédéric Dabi qui nous avait expliqué comment se faisaient les sondages. On pourra y revenir avec lui. Alors Gilles, vous avez passé aussi la nuit devant la télévision et vous nous avez préparé un zapping spécial élection américaine. Sud Radio 10h midi média, l'instant zapping. Bon Valérie, ce qui devait arriver, et Jean-Luc, ce qui devait arriver arriva, une élection serrée. Donald Trump est intervenu pour dire qu'on lui volait l'élection et qu'il avait gagné. On a gagné en Caroline du Nord, on a 76 000 voix d'avance avec presque aucune voix qui reste à compter et tout à coup, tout s'arrête. C'est de la fraude, avec comme victime le peuple américain. C'est une honte pour ce pays. On se préparait à gagner cette élection. Et honnêtement, on a gagné cette élection. Enfin, ça, c'était ce matin, Jean-Luc Hess, c'était ce matin, vous l'avez vu. C'était assez fort comme image, où on l'a attendu assez longtemps. Vous avez peut-être commenté cette déclaration? Oui, alors, avec Donald Trump, on n'est jamais déçu. Hein. En fait, il y a un sentiment qu'il ne connaît pas, c'est la honte, parce qu'il mentait comme un arracheur de dents ce matin dans cette déclaration. Ouais. Mais il faut reconnaître le tacticien chez lui, parce que ce qu'il nous a fait tout à l'heure, là, il y a quelques heures, c'est ce qu'il avait décrit qu'il ferait
il y a 2 mois en gros, c'est-à-dire qu'il ne reconnaîtrait pas le résultat des élections si ça ne l'arrangeait pas totalement. Donc c'est le pire scénario. C'est-à-dire que tout ça va se terminer devant des cours de justice pour les 3 ou 4 États qui sont vraiment importants, dont le vote est vraiment important à déterminer pour connaître le nom du prochain président des États-Unis. Donc c'est, comme on dit chez nous aux États-Unis, according to plans, il fait ce qu'il avait dit qu'il ferait. Et j'ai peur que ça soit assez efficace et qu'en tout cas ça contribue très fortement à augmenter la tension qui existe dans ce pays et aux États-Unis. Et franchement, le pays n'en a pas besoin. Mais il n'y a pas de surprise. C'était l'agenda qu'il avait décrit totalement, avec les mêmes mots qu'il a employés d'ailleurs pendant la campagne électorale, dans ses meetings. Il y a une fraude, on veut nous voler la victoire, on ne se laissera pas faire, on a gagné. Donc il n'y a rien de neuf sous le soleil. C'est du Trump tout craché. Ouais. Ce matin, il a juste annoncé qu'il avait gagné la Géorgie, qu'il n'a pas encore remporté lors de cette déclaration. Continuez, Gilles, on va essayer de vous laisser finir le zapping. Non, il n'y a pas de souci. Quelques heures avant, Joe Biden avait coupé l'herbe sous le pied à Trump. On ne l'attendait pas, il est intervenu. Un Biden, vous allez voir, confiant et qui demandait à être patient. Ce n'est pas à moi, ni à Donald Trump de déclarer le vainqueur de cette élection, c'est au peuple américain, mais je reste optimiste quant au résultat. J'aimerais remercier chacun d'entre vous qui vous êtes déplacés pour voter. Et puis également au cours de cette soirée sur BFM est apparu dans la nuit Steve Bannon, triomphant. L'ancien conseiller de Donald Trump a indiqué que les minorités avaient aussi rejoint désormais les mouvements populistes. Donald Trump a gagné ce soir, ce qui vous montre ce que les mouvements populistes et nationalistes dans ce pays peuvent faire. De vrais mouvements de population, 45% du vote hispanique en Floride. Les démocrates n'en reviennent pas. Une augmentation de 40% du vote afro-américain. Je pense que les hommes afro-américains écoutent et entendent le nationalisme économique de Donald Trump. Alors ça va vous intéresser, Jean-Luc, dans Quotidien sur TMC, l'historienne Sylvie Laurent, spécialiste des États-Unis, a indiqué qu'il ne fallait pas se tromper d'analyse sur Trump et sur l'état de l'Amérique. Et les États-Unis, c'est aujourd'hui un pays qui a consenti aux inégalités, les inégalités de revenus, les inégalités raciales. Et ce président, c'est ce président des inégalités. Donc peut-être que la parabole Trump, c'est de dire prenez garde à vos démocraties. Si vous acceptez trop d'inégalités, si vous avez trop l'idée que c'est normal et que vous pouvez vivre avec, l'insécurité, la maladie, la vulnérabilité des Américains n'a jamais été un tel étiage historique. Donc l'Amérique va mal, l'Amérique est malade et Donald Trump est un symptôme beaucoup plus qu'une cause, je crois. Et puis pour finir, un petit clin d'œil, évidemment cette élection était mondiale, Valérie. Alors vous savez que j'aime bien zapper sur Radio-Canada et à peine l'élection avait commencé sur Radio-Canada, qui se demandait quand ils allaient pouvoir aller se coucher. D'abord, première question très précise que les gens se posent, ils se disent, bon, moi je travaille demain, est-ce que ça peut, oui ou non, se régler encore ce soir? Ce serait excessivement surprenant. On ne veut pas perdre de code d'écoute, mais soyons très francs, là, ce serait excessivement surprenant. S'il gagne le Wisconsin? Là, oui, sauf qu'on ne s'attend pas à avoir les résultats finaux au Wisconsin, ce soir. Possible blocage ce soir? Probable blocage ce soir, Patrice. C'est tout. C'est ce que je voulais vous expliquer. Pragmatique les Québécois. Jean-Luc, vous avez entendu donc cette politologue parler de symptômes. De quoi Trump est-il le symptôme? On va en reparler dans un tout petit instant. On marque une pause et on se retrouve avec vous. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Jean-Luc Hess, journaliste. Vous avez passé de très nombreuses années aux États-Unis, correspondant pour Radio France à Washington. L'Amérique, la facture, le monde peut-il encore faire confiance à l'Amérique? C'est le livre que vous avez publié chez Baker Street. C'est un livre passionnant parce que au-delà donc du résultat, enfin du non-résultat pour l'instant de cette élection, ce que vous racontez dans le livre, c'est en quoi les États-Unis aujourd'hui et en quoi cette élection sont importants pour nous et pour le reste du monde. Est-ce que Donald Trump a changé son élection? La dernière élection a changé pour le monde?
Alors, effectivement, quand on parle, qu'on aime l'Amérique ou pas, qu'on soit sensible à ce que représentent les États-Unis, on ne peut pas nier que c'est la première puissance mondiale, sur le plan économique et sur le plan militaire aussi d'ailleurs. Et puis on ne peut pas non plus ignorer tout ce que l'Amérique nous a apporté en termes de culture ou de déconstruction de la culture, c'est comme vous voulez. Et puis on ne peut pas non plus oublier qu'on a une très lointaine filiation avec nos amis américains. C'était une jeune nation qui a eu un peu besoin de nous pour naître et pour prospérer. Et donc, on n'est pas indifférent déjà affectivement à l'égard de l'Amérique. Mais c'est surtout que s'il se passe quelque chose, une crise politique, par exemple, chez nos amis belges, ça ne nous empêche pas tellement de dormir parce qu'on aime beaucoup nos amis belges, ils nous ressemblent et au fond, ça ne va pas modifier notre vie quotidienne. Tandis que si quelque chose de très troublant survient aux États-Unis, ça peut être grave pour le monde entier. Et donc, je ne veux pas dire par là que nous sommes tous des Américains, on a le droit, encore une fois, de ne pas aimer ce que représente l'Amérique, mais on en dépend vraiment très profondément. Et c'est vrai dans tous les domaines. Domaine économique, par exemple, c'est assez évident. S'il y a une guerre économique un peu partout dans le monde, je pense évidemment au conflit qui oppose Donald Trump à la Chine, ça aura des répercussions sur notre croissance, sur notre économie, donc sur notre bien-être, notre niveau de vie. Si on parle de climat, à part Donald Trump, tout le monde est convaincu sur cette planète que quelque chose ne va pas et qu'il faut absolument intervenir pendant qu'il est encore temps. Donc, il s'est retiré tout de suite. Ça a été son premier acte politique, ce qui est quand même assez curieux, de se retirer de l'accord de Paris sur le climat. Puis si on parle de sécurité, parce que tout de même, la première liberté, comme dit l'autre, c'est la sécurité, je ne suis pas sûr que la planète se porte beaucoup mieux en termes de sécurité, justement, depuis 4 ans, depuis que Donald Trump est président. Donc, puis on pourrait aligner encore comme ça, à peu près dans tous les domaines. Et donc, oui, ça nous concerne absolument au premier chef, comme les Américains. Mais le style Trump, c'est ce que vous racontez dans le livre, c'est-à-dire que vous racontez que l'élection de cet homme a ouvert la porte à d'autres présidents, on pense à Bolsonaro, entre autres, qui sont un petit peu sur le même modèle que Trump, qui sont des gens qui s'adressent directement au peuple, qu'on pourrait qualifier de populistes. Mais est-ce que si Trump n'avait pas été élu, ces présidents-là auraient existé ? On appelle ça gentiment des populistes. Alors, moi, je me méfie du terme parce qu'il y a différents degrés dans le populisme, mais on peut dire que c'est une marchandise qui se vend plutôt bien ces temps-ci. Et je pense que la promotion de cette marchandise doit beaucoup à Donald Trump. D'abord parce que personne n'y pensait, parce que personne n'y croyait il y a 4 ans. Donc on se disait un populiste de cet acabit, de cette envergure. Franchement, de temps en temps, il y a un petit côté bouffon qui peut surprendre. On se disait c'est juste pas possible parce qu'on est des gens rationnels et que la politique c'est le domaine des idées, c'est le domaine des convictions. Donc ça va pas arriver. Bon, c'est arrivé. Et je me dis très souvent en regardant ce qui se passe dans ma chère Amérique que les Américains ont répondu à des questions il y a 4 ans avec Donald Trump et ce sont des questions qu'on va se poser chez nous peut-être dans 2 ans, en 2022, peut-être plus tard, j'en sais rien, et je ne sais pas comment on va y répondre. Ce que je sais en revanche, c'est que s'il n'y avait pas eu Donald Trump, il n'y aurait pas eu Bolsonaro au Brésil. Je veux dire, c'était juste impossible. Ça a été rendu possible parce que ça fait des petits à travers le monde. Il est possible d'être populiste, de mentir la moitié du temps, que dis-je, 24 heures sur 24, et de se faire élire démocratiquement, parce que Trump a été élu il y a 4 ans démocratiquement, et s'il est élu cette fois-ci, s'il est réélu, on verra si la Cour suprême tripatouille un petit peu les choses, mais sinon, il aurait été élu démocratiquement par une majorité d'Américains. Mais alors justement, il n'y a pas un décalage entre les observateurs, en particulier, enfin en tout cas quand on écoute les Français en particulier, entre le décalage de ce que ressentent les Américains et ce que disent les observateurs. Moi, je vois beaucoup d'auditeurs qui réagissent ce matin en disant « son bilan est excellent, nous dit t'as beau leur mettre le bilan devant les yeux, ils ne veulent pas voir, il a redressé l'Amérique ». Quel est l'état de l'Amérique aujourd'hui ? Votre livre s'appelle « La facture », ça veut dire qu'il y a une facture à payer. C'est quoi l'état aujourd'hui des États-Unis ? Est-ce qu'il a été un bon président d'un point de vue économique? Alors, j'ai cessé d'être objectif sur ce sujet il y a 4 ans. Donc, j'aime autant prévenir vos auditeurs. Moi, j'ai une certaine idée de l'Amérique qui ne correspond pas du tout à celle que incarne Donald Trump. Mais de toute façon, et votre politologue que vous diffusiez tout à l'heure a raison, c'est un pays extrêmement complexe. Et
Trump n'est que le symptôme d'une crise. C'est pas lui qui a créé la difficulté en termes de relations interraciales aux États-Unis. C'est pas lui qui a donné cette espèce de dépression à une grande partie de la classe ouvrière ou de la classe la moins favorisée aux États-Unis, etc., etc. Il n'a pas inventé l'Amérique telle qu'il l'a incarné il y a 4 ans. Donc on peut pas. Je peux reprocher plein de choses à Donald Trump, notamment dans le style et l'élégance du personnage, mais c'est pas lui qui a créé ce paysage politique. Et c'est le plus surprenant au fond de ce qui s'est passé hier aux États-Unis, c'est que ils sont pas fatigués de Trump, nos amis américains. Ils croient en la capacité de ce personnage hors norme, assez fantastique dans son genre. Ils croient en sa capacité de leur apporter davantage de bien-être que les élites constituées, qui vont bien, qui n'ont pas de problème, pour qui le virus, par exemple, n'est qu'une nuisance qui empêche de faire tout ce qu'on veut, alors que pour les gens moins favorisés aux États-Unis, il faut aller bosser quand même si le virus traîne dans les rues, et ce sont eux qui payent le prix de la chose. Et s'ils ne vont pas travailler, ils n'ont même plus de sécurité sociale et d'assurance maladie. Donc, tout ça est extrêmement complexe. Et encore une fois, c'est pas Trump qui a créé ces soucis-là. Oui, mais d'un autre côté, c'est ça qui est surprenant avec Trump, c'est-à-dire que Trump méprise les élites et met en valeur évidemment les travailleurs et toute la population qui vote pour lui, mais lui fait partie des élites et lui a eu du succès sur le fait de gagner de l'argent, d'amasser, d'être riche. Donc c'est très bizarre que l'Amérique l'Amérique populaire vote pour quelqu'un qui est le contre-exemple, qui est un contre-exemple. Oui, mais il incarne au sens le plus vulgaire le rêve américain, c'est-à-dire celui d'être riche. Et je comprends, moi, qu'un pauvre ait envie d'être riche. Dieu sait que je le comprends. Donc, ça n'a pas grand-chose de très surprenant si on considère ce qu'est l'Amérique avec ses bons et ses mauvais côtés. Tout le monde n'a pas l'occasion ou la chance, l'opportunité de faire de bonnes études, d'être élégant dans sa vie et dans son propos. Donc, au fond, je vais vous dire, c'est ce que j'aime aux États-Unis, c'est la complexité de la sociologie américaine. Et donc, c'est quelque chose qui semble échapper à plein de gens, notamment dans les gens qui sont nantis ou qui ont la chance, je pense à mes amis journalistes d'ailleurs, qui ne voient pas l'Amérique exactement comme elle est. D'ailleurs, ils se sont trompés beaucoup. Moi aussi, j'en fais partie. Donc, on s'est beaucoup trompé sur cette Amérique et sur ce ressentiment que peuvent éprouver les gens qui se sentent hors du coup, qui se sentent hors de la mondialisation, qui n'ont pas... La vie est beaucoup plus dure aux États-Unis quand ça marche pas. En France, il y a des filets de sécurité. Vos enfants mangeront quand même à la cantine. Ça sera gratuit s'il le faut. Et puis, vous serez soignés. Si vous tombez dans la rue, on vous emmènera à l'hôpital. On vous demandera pas votre carte de crédit immédiatement. Aux États-Unis, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire, si vous ne réussissez pas un minimum, vous n'avez pas de logement, vous n'avez pas de sécurité sociale, vous ne pouvez pas être malade, vous ne pouvez pas donner à manger à vos enfants, vous ne pouvez pas les éduquer. Donc, je crois que c'est une espèce de contrat qui nous semble un peu barbare de temps en temps à nous, mais c'est le contrat américain. Donc, les Américains... Mais justement, c'est parce que proposait Biden. Et justement, ce côté social, c'est parce que proposait Biden, justement de revenir sur l'assurance maladie, sur tout ça. Et pourtant, les Américains ne votent pas pour lui. Oui, mais d'abord, ils n'y croient pas. Et en plus, ils ne veulent pas payer pour leurs voisins. L'individualisme, c'est une question essentielle. Encore une fois, dans tous les domaines de la vie aux États-Unis. Pourquoi vous croyez qu'ils se battent tellement pour avoir chacun un fusil à répétition chez eux? C'est pas seulement parce qu'ils sont fous ils veulent pas forcément tuer leurs voisins, mais ils pensent que les solutions, et notamment leur sécurité individuelle ou celle de leur famille, passent par eux-mêmes. Donc, ils comptent pas sur le gouvernement fédéral, par exemple, pour arranger leurs petites affaires. Ils n'y croient pas du tout. D'ailleurs, c'est contre leur instinct. Et c'est lié, et c'est difficile à comprendre, je le sais, mais c'est lié à la formation de cette nation. Ça a été dur de créer les États-Unis. Ça a été dur de résister à ce climat, à l'étendue de ce pays, à la sauvagerie de temps en temps de ce pays. Donc, ça développe, au bout de 300 ou 400 ans, un individu qui est particulier.
C'est un destin particulier, un Américain, dans la tête d'un Américain. Et je ne pense pas exagérer parce que j'ai souvent été surpris par ça, par ce comportement, par ces envies qui peuvent sembler pour nous paradoxales, mais de toute façon, franchement, le programme de Joe Biden, je crois qu'ils s'en foutaient comme de leur première chemise. Ouais. Le sujet, c'était Donald Trump. C'est ça, c'était un vote anti-Trump plus qu'un vote pro-Biden qui n'était pas très, très excitant. Qu'est-ce qui peut se passer parce que c'est pas gagné encore pour Donald Trump. Il reste encore pas mal d'États qui ne sont pas entièrement, dont les résultats n'ont pas été entièrement dépouillés. Il y a vous évoquez John Bolton dans votre livre, conseiller à la sécurité intérieure. Il avait annoncé que Trump allait s'accrocher et qu'il ne se laisserait pas faire. Et c'est ce qu'il a dit ce matin. We are getting ready to win the election. We did win this election. This is a fraud. Il a dit c'est une fraude si je ne gagne pas. Donc jusqu'où ça peut aller à votre avis? On peut être sûr qu'il ne lâchera pas l'affaire, comme on dit. Et donc, au fond, vous voyez, les Américains, ils décident de leur sort et ça nous regarde pour un tas de raisons, mais en même temps, ça ne nous regarde pas parce qu'on ne vote pas là-bas. Mais ce qui est inquiétant ce matin, c'est les risques de cette impasse qui va se terminer devant la Cour suprême des États-Unis ou la Cour suprême des États, ce qui serait tout de même plus simple et qui permettrait d'empêcher la Cour suprême de s'autodétruire politiquement. Donc, ce qui est gênant, c'est que ça va augmenter des tensions. Tout peut arriver. Il y a des États, je pense à Georgia par exemple, où tout peut arriver. Les gens sont armés jusqu'aux dents. Les gens ce sont deux sectes différentes maintenant, si j'ose dire, les démocrates et les républicains. On ne se parle pas. On ne peut pas s'entendre. On ne peut absolument s'entendre. Donc quoi? Donc la violence? Donc ça peut basculer dans la violence? C'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, moi je pense que ça peut arriver occasionnellement. Enfin, je crois toujours en l'Amérique. Je crois toujours que les institutions américaines sont costauds et qu'elles résisteront à peu près à tout. Les Américains, ils ont déjà connu une guerre civile qui a coûté 600 000 morts. Sur 33 millions d'habitants, je vous jure que ça fait un ratio extrêmement élevé et c'est dans la tête de tout le monde. Donc on n'en est pas là. On n'en est pas là du tout. Il ne faut pas exagérer les situations qui sont déjà extrêmes. Mais je ne vois pas de réconciliation possible. Alors, sans réconcilier ce pays, enfin les habitants de ce pays, ça va être épouvantable pour tout un tas de raisons. Enfin, ça va être la politique américaine, c'est une politique bipartisane. Les républicains et les démocrates s'engueulent un coup, comme tout le monde, et puis il faut un compromis. Et puis c'est comme ça qu'on avance. Là, vu en plus le caractère, le tempérament de Donald Trump, ça va devenir assez explosif tout ça. Et vous parliez de John Bolton, et il a écrit un bouquin pour dénoncer son ancien camarade, tout le mal qu'il en pensait. Il disait le deuxième mandat, ça va être terrible. Ça va être absolument terrible parce que les présidents américains ne peuvent faire que 2 mandats, donc ils n'ont plus rien à faire après, et ils gouvernent comme ils l'entendent, sous toujours le contrôle du Congrès, mais j'ai l'impression que le Congrès va rester aux mains des républicains. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire des États-Unis qu'une élection soit contestée? Oui, il y a 20 ans, on a contesté en Floride le résultat des élections, Gore et Bush, mais dans l'histoire des États-Unis, ce qu'on a entendu ce matin, ça n'est jamais arrivé. Ce qu'on a vu hier dans certaines rues de grandes villes où on barricade les magasins pour pas qu'il y ait de la casse parce qu'on craint des émeutes, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire des États-Unis. Et c'est pas un pays tranquille, les États-Unis. C'est un pays qui a 300 millions d'armes à feu là-bas. Donc on est habitué à cette espèce de temps en temps de regain de violence. Mais là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu dans le processus électoral américain, j'ai jamais vu ce genre de tension, ce genre de crainte, mais viscérale. C'est très particulier. Ouais, et des gens, une dernière chose, j'ai moi des amis américains qui me disent que la situation, la tension dans les grandes villes n'a jamais été comme cela. J'ai un ami qui vivait à Los Angeles qui m'a dit je n'ai jamais eu peur comme ça de ma vie. C'est-à-dire que vraiment il y a un sentiment de violence. Je ne sais pas si vous avez eu les mêmes échos de ceux qui vivent aux États-Unis, mais il y a une tension très très forte là-bas. Moi, ma fille est américaine, elle vit à New York, et donc elle me raconte tout ça au jour le jour.
mon beau-fils vit à Los Angeles, où il me dit, pourtant Los Angeles, à part gagner de l'argent, essayer de faire du cinéma, on y vit plutôt tranquillement, enfin dans les quartiers qui vont bien. Et il me dit, je n'ai jamais vu ça non plus, les magasins sont calfeutrés, absolument. Et on tend le dos. Et au fond, la prochaine difficulté qui attend le prochain président des États-Unis, c'est soit il a la bonne volonté qu'il faut, et il tient son rôle de président, il essaie de réunir tout ça. Je ne pense pas que ce soit Donald Trump qui soit dans ce genre d'état d'esprit. Soit il se dit j'en ai pas grand-chose à faire, les Blancs ont peur, il faut être le président d'une communauté, la communauté blanche en l'occurrence, et puis on verra bien après moi le déluge. C'est un peu ce que je crains avec notre ami Donald Trump. On verra, on refera un point avec vous. Je rappelle le titre de votre livre tout à fait passionnant sur justement cette société américaine. Ça s'appelle L'Amérique, la facture, le monde peut-il faire encore confiance à l'Amérique? Et c'est paru aux éditions Baker Street. Merci Jean-Lucas d'avoir été ce matin avec nous sur Sud Radio. Gilles, pour le sondage. Et oui, le sondage, on vous demandait s'il faut continuer à croire au sondage dans les médias qui donnait une avance à Joe Biden. Oui, 2%, non 98%. Nos auditeurs sont assez clairs là-dessus, parce que c'est vrai que les sondeurs se sont trompés, et ils avaient même dit que le coronavirus allait jouer également dans le vote, et on a vu que les morts du coronavirus n'ont pas vraiment compté dans le vote des Américains. On aura l'occasion d'en reparler. Merci Gilles, on se retrouve dans un instant. On revient en France avec ce qui se passe dans les grandes surfaces avec ces produits non essentiels. À tout de suite.